Cette année, Apple a rendu ses iPhone Pro plus épais, lourds et, selon moi, plus laids. Et je pense que ça pourrait être les meilleures décisions qu'ils aient prises depuis environ 5 ans. Apple a enfin arrêté de s'excuser de rendre un téléphone pro vraiment pro. Et je pense que ça change tout. Et je sais très bien comment ça sonne quand je dis ça. Cet appareil a un grand plateau pour les caméras, semblable à une plaque de cuisson, et il est plus lourd que le modèle précédent. Le téléphone est en aluminium plutôt qu'en titane haut de gamme. Sur le papier, c'est une régression à bien des égards importants, surtout pour le service marketing d'Apple. Après avoir utilisé l'iPhone X7 Pro Max Orange Cosmic ces semaines, j'ai remarqué quelque chose. Depuis des années, Apple cherche à rendre l'iPhone Pro plus fin, léger et haut de gamme. On a l'impression qu'ils courent après cette idée de ce à quoi, selon eux, un modèle phare devrait ressembler. Et dans ce processus, ils faisaient encore des compromis sur des choses qui comptaient vraiment pour les personnes qui utilisaient beaucoup leur téléphone. Et cette année, on dirait qu'ils ont juste dit « tant pis ». Faisons l'iPhone dont les gens ont vraiment besoin au lieu du téléphone qui a juste l'air bien sur les photos marketing. Et le résultat, c'est globalement l'iPhone Pro le plus intéressant depuis des années. Je commence par ce qui me semble le plus controversé, le design. Quand j'ai vu les rendus pour la première fois, comme la plupart des gens, j'ai cru qu'Apple avait perdu la tête. Après avoir vécu avec, je comprends et tout cela prend sens, ce qui surprend. Le choix de l'aluminium était stratégique. L'aluminium conduit la chaleur environ 20 fois mieux que le titane. Lorsqu'on conçoit un système de refroidissement à chambre à vapeur, ce dont je vais parler, il faut déplacer la chaleur. Côté performance, c'est logique, c'est logique, mais je ne veux pas prétendre que ce n'est pas une décision étrange. Apple nous a vanté pendant 2 ans le titane comme matériau haut de gamme et durable du futur, de qualité aérospatiale. Ils ont fait du titane l'argument clé du marketing des 15 Pro et 16 Pro, puis reviennent à l'aluminium, comme si le titane n'avait jamais existé. On se demande s'ils savaient depuis le début que l'aluminium était meilleur et voulaient juste une histoire premium à raconter. Ou s'ils croyaient vraiment que le titane était le bon choix, mais ont dû reculer en réalisant leur erreur. Dans tous les cas, ça fait bizarre, mais je préfère de meilleures performances thermiques à un discours cohérent, n'importe quand. L'an dernier, le téléphone chauffait. Pas au point d'être dangereux, mais suffisamment pour qu'on le remarque. Surtout quand il avait vraiment chaud, il ralentissait. J'avais des saccades avec l'appareil photo, et l'écran spécial devenait complètement sombre. Et on a un peu l'impression que le téléphone se bat. C'est justement quand on en a le plus besoin. La chambre à vapeur, combinée à la construction en aluminium, a permis une gestion thermique qui fonctionne tout simplement. Et les avantages thermiques se ressentent partout aussi. Je crois que tout le monde a déjà rechargé son téléphone avec MagSafe et une batterie externe, et il chauffe beaucoup. Surtout avec le 16 Pro Max et les modèles précédents, ainsi qu'avec le X7 Pro, il détectait à peine les sessions de jeu qui auraient normalement ralenti l'appareil. Après 20-30 man, il fonctionne près d'1 heure avant que les performances ne chutent en usage intensif. La gestion thermique seule pourrait justifier la mise à niveau. Tout ce que je loue à propos de ce téléphone en ce moment, le refroidissement par chambre à vapeur, la priorité donnée aux performances plutôt qu'à la finesse, le souci réel de la gestion thermique. Le grand éléphant dans la pièce, et probablement dans les commentaires, c'est que Android l'a depuis des années. Samsung utilise des chambres à vapeur. Depuis quand ? Depuis le Galaxy S7, je crois. Apple a juste rattrapé Android et tente de présenter ça comme une révolution. Ce n'est pas révolutionnaire. Selon moi, Apple admet enfin que la physique prime sur le marketing. Mais c'est quand même bien, et pour les utilisateurs d'Apple, mieux vaut tard que jamais. L'augmentation du poids, 227 grammes sur le 16 Pro, 233 grammes sur le 16 Pro Max, on le sent. Je sais ce que vous pensez parce que j'ai dit exactement la même chose dans ma vidéo sur le 16 Pro Max contre le X7 Pro Max. Dans les commentaires, les gens disaient « Quoi, tu es une balance humaine ? Il n'y a aucune chance que tu puisses te sentir 6 grammes. Et je ne prétends pas être une sorte de cyborg de la répartition du poids, ici, mais pour ma part, je peux le sentir. » Et ce n'est pas une question de chiffre brut du poids que tu ressens, c'est la façon dont le poids est réparti et comment il se sent dans ta main lors d'une utilisation prolongée. 6 grammes, ça semble peu, mais après 2 heures à filmer avec, tu le sens. Et ils ont corrigé l'un de mes plus gros reproches concernant le 16 Pro. Les arêtes vives me rentraient dans la paume pendant les longues sessions de prise de vue au match de baseball. J'enlevais la coque pendant ces sessions pour éviter toute accumulation de chaleur.
Et puis il y a un plateau. Certains appellent ça, vous savez, une plaque de cuisson. C'est moi, je fais partie de ces gens-là. Certains trouvent que ça ressemble à une étagère en métal, d'autres disent que c'est industriel. Pour moi, ça paraît honnête. Les précédentes bosses d'appareils photo d'iPhone semblaient en soi lui montrer qu'Apple s'excusait d'utiliser de plus grands capteurs. Le plateau, pour moi, dit qu'on a mis du matériel photo sérieux ici et qu'on essaie plus de le cacher. Totalement polarisant. Mais au moins, ce n'est pas comme faire semblant avec ce truc bizarre, même si c'est subjectif, je suppose. Mais je pense que le design rend mieux en vrai qu'en photo ou en vidéo. Il y a cet effet bicolore avec le dessus en aluminium et le dessous en verre qui ne rend pas bien à la caméra. Je pense qu'il faut le tenir en main et le voir pour mieux s'en rendre compte. Et je sais encore une fois que le design c'est vraiment subjectif. Tu pourrais prendre ce truc et penser que c'est la chose la plus laide qu'Apple ait jamais créée et c'est très bien, c'est ton opinion intelligente. Mais pour moi, en vrai, ça rend bien mieux que ce à quoi je m'attendais, et la couleur orange cosmique, je l'adore. Tu es peut-être seul à le penser, mais après des années de titane fade, celui-ci a vraiment du caractère. Vif, amusant, il attire l'attention. Mes enfants se sont moqués et ont dit que ça ressemblait à un cône de signalisation. Je le prends comme un compliment, car c'est vrai, cet orange ressemble à un cône de signalisation. Étonnant, Apple n'a pas proposé d'option noire, ni de 13e version Space Gray. Pas de minuit, rien du tout pour une entreprise qui d'habitude couvre toutes les possibilités, ils ont laissé tomber le noir. Ça m'a paru bizarre, mais je ne sais pas, gardez juste ça en tête, je n'ai pas encore parlé de l'écran. Mais il y a une amélioration dont je n'avais pas mesuré l'importance avant de l'expérimenter. Le Dix7 Pro offre 3000 nits de luminosité maximale, contre 2000 pour le 16 Pro Max. Et l'augmentation de 50% semble n'être qu'une amélioration sur la fiche technique, mais la différence devient vraiment significative dans un scénario précis que j'ai rencontré constamment en utilisant mon téléphone à l'extérieur pendant des jeux en journée. Au moment où vous essayez de vérifier quelque chose et que le soleil est directement au-dessus de vous, le 16 Pro Max devenait pratiquement inutilisable. Vous devez essayer de faire ça, de mettre vos mains autour, essayer de trouver de l'ombre, augmenter la luminosité au maximum, puis regarder la batterie se vider et le téléphone chauffer encore plus. Sans vraiment voir grand-chose à l'écran, le Dix7 Pro Max perce cet éblouissement d'une manière qui m'a vraiment surpris. Ce n'est pas parfait, aucun téléphone ne l'est vraiment en plein soleil, mais c'est nettement et significativement meilleur maintenant. Apple a aussi ajouté un revêtement anti-reflet efficace. Moins agressif que le S25 Ultra de Samsung, mais bien meilleur que le 16 Pro Max. Un interrupteur de réduction du scintillement modulation de largeur d'impulsion est caché dans les paramètres d'accessibilité pour les personnes sensibles au scintillement de l'écran. Et vous le savez parce que vous avez des maux de tête quand la luminosité est basse. C'est une énorme amélioration de la qualité de vie, qui n'arrivera pas sur le 16 Pro Max même avec une mise à jour logicielle. Si cela vous pose problème, c'est sûrement une bonne raison de passer à la nouvelle version. Je ne suis pas concerné, mais des proches le sont et trouvent l'autonomie de la batterie très importante. Ce sujet me touche car j'ai tendance à devenir anxieux quand mon téléphone passe sous les 40%. Je n'ai pas 20 ou 10 ans, je sais que c'est irrationnel. Ma femme se moque de moi tout le temps, mais c'est comme ça que je suis fait. Mon 16 Pro Max, qui était incroyable et avait encore 100% de santé de batterie après un an, finissait par s'éteindre. Les jours d'utilisation intensive, autour de 30, 35, 17%, le Pro Max a pour la plupart éliminé ce problème. Je reste toujours autour de 40 à 45% d'autonomie ces jours-ci. Pour la plupart des gens, cette mort, ça ne veut peut-être rien dire, mais pour quelqu'un comme moi qui a cette obsession d'être toujours prêt niveau batterie, 10% c'est énorme. La semaine dernière, j'étais avec mes garçons à un tournoi de baseball à Yucapa, Californie. 4 matchs en 12 heures, de nombreuses photos, vidéos, messages, mises à jour pour la famille et du streaming sur Game Changer. Avec mon 16 Pro Max, je dois prendre une batterie MagSafe car j'en aurai besoin dès le 3e ou 4e match, comme avec le Dix7 Pro Max. J'ai tenté de la laisser à la maison sans penser à la batterie. À la fin de la journée, j'étais assez déléquente et j'étais à un niveau de batterie plus bas que ce qui me mettait à l'aise, autour de 20%, mais c'est énorme. Amélioration réelle de l'autonomie de la batterie. Et encore une fois, l'autonomie de la batterie est très subjective. Vos applications tierces compteront peut-être plus que les miennes, mais les améliorations ont plusieurs sources. Des batteries plus grandes, dont une énorme de 5088 mAh contre 4676 sur le 16 Pro Max. Ce n'est pas qu'une question de capacité. La puce A19 Pro est plus efficace et la gestion thermique améliorée. Le téléphone économisait l'énergie, ne surchauffait pas et gardait ses performances. Je trouve quand même étrange qu'on n'ait toujours pas de batterie en carbure de silicium dans les iPhones, mais qu'on ait fait quelque chose pour le 18 Pro dans la réalité.
Je constate entre 7h30 et 8h d'écran allumé lors des journées intenses, contre environ 7h sur le 16 Pro Max, ce qui n'est pas spectaculaire. Mais 30 à 60 minutes en plus, constamment, ça m'a vraiment fait dépasser mon seuil d'anxiété. Ça a changé ma façon de recharger le téléphone, il est aussi plus rapide. Apple propose désormais une 40 watts, soit 50%, en 22 minutes contre 30 minutes auparavant sur le 16 Pro Max. En comparant simplement deux photos côte à côte prises avec un iPhone Pro récent, elles se ressemblent vraiment toutes. Elles sont nettes, lumineuses, c'est le traitement classique de l'iPhone. Quand on zoome, qu'on utilise vraiment le système au quotidien, les améliorations deviennent évidentes, même si elles sont subtiles. Apple a enfin corrigé je ne sais pas quoi. Appelez ça un problème de cohérence. Avec leurs appareils photo, les trois caméras principales utilisent désormais des capteurs de 48 mégapixels. Votre caméra principale, l'ultra grand angle et le téléobjectif offrent tous une haute résolution, captent beaucoup de lumière et produisent une qualité similaire. Plus besoin de parier sur la longueur focale pour obtenir une image nette, contrairement aux anciens iPhones. Le S17 Pro Max réussit vraiment au niveau de la qualité d'image, peu importe lequel des trois objectifs vous utilisez. Et nous avons vu en fait les premières photos de Hannah prises au mont Wilson. Regardez ces photos, le magnifique mont Wilson. Tout de la prise de vue ultra grand angle 0,5 fois au zoom 8 fois sur l'observatoire semblait extrêmement net avec des couleurs éclatantes et une très bonne plage dynamique. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point la qualité reste nette, d'une vue aussi large jusqu'à une vue extrême. On peut même distinguer les marches individuelles de l'échelle de l'observatoire, ce qui est si fou quand on dézoome et qu'on voit à quelle distance c'était. L'ultra grand angle a reçu une grosse mise à niveau. Le capteur de 48 mégapixels a considérablement réduit le bruit lorsque la lumière est de faible. Ce téléobjectif 4X n'est pas parfait, mais c'est, selon moi, la star du système photo. La décision d'Apple de passer de 5X à 4X semble probablement être une régression. Sur le papier, pourquoi réduire le zoom ? Mais je pense qu'en pratique, ça fonctionne parfaitement. Pour la plupart des photos de cette critique, je les ai prises lors du premier tournoi de baseball itinérant de mes enfants. C'était à environ 1h30 de route. C'était un match de 12 ans. Mon plus jeune fils, Zachary, a 9 ans. Donc voici une photo de lui en train de jouer à la deuxième base à côté du plus grand garçon de 12 ans que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais vous pouvez aussi voir à quel point ce zoom 8 fois est bon. C'est dans des moments comme celui-ci que je choisis toujours le meilleur zoom possible. Votre usage peut différer, vous privilégiez peut-être l'ultra grand angle, mais pour moi, plus il y a de zoom, même en 4X recadré, mieux c'est. C'est tellement important, juste pour ma famille et pour être un père. Et quand on veut un appareil photo qui va juste capturer ces petits moments rapidement, on peut l'avoir comme mes enfants qui jouent à saute-mouton dans la maison. On habite aussi à environ 20 minutes de Disneyland, donc c'est évidemment là que je vais pour tester la plupart des photos. Et quand on veut des photos de sa fille, il y a quelqu'un qui rencontre des princesses. Et si tu veux capturer cette photo parfaite, c'est l'appareil qu'il te faut. Ou si tu veux la prendre en photo en train de profiter pleinement de la vie. Si je pouvais être quelqu'un d'autre, je choisirais sa vie. Les appareils photo de l'iPhone X7 Pro et Pro Max sont excellents. Tu peux voir les détails à l'arrière-plan, le château est net, elle était bien définie. Je trouvais que tout sur les photos avait vraiment l'air bien. Je veux aussi te montrer la caméra frontale, qui a beaucoup évolué, la caméra selfie. Je trouve qu'elle est passée de correcte à excellente. Je pourrais vraiment l'utiliser pour du contenu. Le téléphone élargit automatiquement le champ de vision et fait pivoter l'image pour inclure tout le monde dans la vidéo. Les améliorations concernent aussi tous les capteurs de 48 mégapixels, ce qui signifie que la vidéo est plus nette et plus homogène, peu importe l'objectif que vous utilisez. Le mode double capture permet d'enregistrer simultanément avec les caméras avant et arrière. C'est sous licence Apple, je pense qu'ils ont intégré cette fonctionnalité directement dans leur propre matériel au lieu d'utiliser des solutions tierces pour la faire fonctionner. Gardez à l'esprit que l'image selfie sera directement intégrée dans la vidéo et ne pourra plus être retirée ensuite. C'est idéal pour les créateurs souhaitant enregistrer leurs réactions et pour ceux vraiment passionnés ou sérieux par la vidéo. Le X7 Pro fait un plus grand pas en avant que n'importe quel modèle précédent. ProRes RAW Apple Log. 2 enregistrements OpenGate pris en charge du Genlock sont également présents. Alors voilà, même si Apple appelle ça un téléphone pro, combien d'acheteurs d'iPhone X7 Pro ou Pro Max filment vraiment en ProRes RAW? Qui utilise Genlock pour synchroniser plusieurs caméras? Je parie qu'ils sont très peu, 2 peut-être.
La plupart des acheteurs de ce téléphone cherchent juste le meilleur iPhone. Plus grand écran, meilleur appareil photo et autonomie, ce qui était normal. Mais tu trouvais ça plutôt drôle qu'Apple ait enfin ajouté des fonctionnalités vraiment pro que la grande majorité des utilisateurs pro n'utiliseront jamais. Le nom a toujours été marketing. Cette année, ils l'ont rendu techniquement précis pour la minorité qui l'utilise réellement comme outil professionnel. Bien, abordons les performances. Le Dix7 Pro, comme tous les iPhones précédents, est ridiculement surpuissant pour les tâches courantes. Le A19 Pro, attention spoiler, il est extrêmement rapide. Sauf si vous jouez, montez des vidéos ou utilisez des applis exigeantes, vous ne verrez pas de différence de vitesse. Faire défiler Instagram ou lire ses emails demande bien moins de puissance que nécessaire pour la plupart des gens. Je l'ai testé avec des jeux très gourmands comme Genshin Impact, sollicitant fortement le GPU sur de longues durées. Le 70 Pro Max maintient des performances constantes beaucoup plus longtemps, je pense. La chambre à vapeur et l'aluminium permettent à la puce A19 Pro d'atteindre sa vitesse maximale sans ralentir. Aussi, un avantage de la 12 Go contre 8, c'est probablement, je suppose, plus pour anticiper l'avenir que pour les performances actuelles. J'ai remarqué que les applis restent le plus longtemps en mémoire, la caméra démarre plus vite et les onglets Safari se rechargent moins. Je passe de l'une à l'autre. Le multitâche est fluide, c'est très subtil, mais vous pourriez le remarquer sur la durée. Pour Apple Intelligence, ce sont des fonctionnalités qui sont encore en cours de déploiement ou qui arriveront plus tard. Plus de RAM et de puissance devraient améliorer les performances pour les tâches d'intelligence artificielle sur l'appareil. Pour l'instant, ces fonctionnalités arrivent peu à peu, donc il est difficile d'en mesurer l'impact. On verra comment ça évolue dans les prochains mois. Faut-il l'acheter ? Le Dix7 Pro commence à environ 1100 € pour 256. Go le Pro Max à 1000, 200 €. Les deux téléphones proposent 2 fois plus de stockage que la génération précédente pour la même capacité, ce qui m'a vraiment marqué. Si vous prenez beaucoup de photos et vidéos, vous ne manquerez pas d'espace. La mise à niveau est donc peu utile pour la plupart. Le 16 Pro Max est toujours vraiment bon, c'est toujours un excellent téléphone. Si vous êtes un utilisateur intensif, quelqu'un qui pousse son téléphone à fond pour l'enregistrement vidéo ou qui joue toute la journée. Avec une utilisation constante, le Dix7 Pro Max offre de vraies améliorations et améliore l'expérience ELI. Mais si vous venez d'un ancien téléphone, comme le 14 Pro ou plus ancien, le saut est énorme. Le système de caméra à lui seul vaut la peine de passer à ce modèle avec des améliorations de l'autonomie de la batterie, une meilleure gestion thermique et un meilleur écran. Il est difficile de s'y opposer. Le programme de reprise d'Apple vous donne entre 200 et 700 € pour les anciens téléphones, selon le modèle et l'état. Les offres des opérateurs permettent enfin d'obtenir jusqu'à 1100 € de crédit pour un iPhone 13 ou plus récent. Ces offres facilitent la mise à niveau si vous acceptez un engagement de 2 ou 3 ans avec un opérateur. Pour moi personnellement, la décision s'est résumée à 2 choses très précises. Cet appareil photo 4X et son zoom optique 8X, c'était impressionnant. Je prends tellement de photos en zoom que c'était important pour moi. Avoir cette portée et des images nettes permet des prises de vue impossibles avant, et je fais ça depuis longtemps. Pour distinguer une simple mise à jour d'une vraie nouveauté, l'iPhone 17 Pro et Pro Max semblent vraiment apporter quelque chose de plus. Apple n'a pas seulement rendu le téléphone plus rapide ou ajouté un objectif, ils ont repensé ce qu'un iPhone Pro doit être. Et le résultat, c'est un téléphone qui donne vraiment l'impression d'une avancée significative, et ce n'est pas quelque chose qui arrive chaque année.